Bonjour à tous. Bonjour Zumba, encore une fois. Bonjour, professeur. Bonjour Andreas Geltz. Bonjour, professeur. Bienvenue encore une fois à Fribourg. Merci de votre spectacle politique d'hier soir. C'était très impressionnant. Et aujourd'hui, nous voulons discuter ce spectacle. Et peut-être je veux commencer avec un démonte plus global, soi-disant. Dans notre centre de recherche, on a expérimenté beaucoup de choses concernant les héroïques, bien sûr. Et une des choses, c'était que c'est pas seulement une chose compliquée, mais aussi bien discutée. Particulièrement en Allemagne, il y a une différence entre les héros et les héroïnes dans la littérature et les choses normales, contrairement aux choses politiques. Dans la politique, on évite les choses reliées au héroïque. Et je veux demander quelle est la situation au Sénégal. C'est différent, c'est comparable, ce sont des expériences parallèles ou différentes? Merci. Au Sénégal, c'est ce qui se passe partout en Afrique noire. Parce que le Sénégal peut être un stéréotype de l'organisation de la vie sociale en Afrique noire. Au Sénégal, comme au Mali, au Burkina, au Nigeria, dans toute l'Afrique de l'Ouest, nous avons les mêmes clichés, les mêmes canons. La vie politique est celle qui vraiment s'éloigne de la vie réelle des gens. On a comme l'impression que les politiciens cessent d'être des membres de la société. Donc, il y a la politique d'un côté et il y a d'autres. Déjà, on peur même de la politique. Donc, elle est très mal jugée même. Quand vous faites politique, les gens se méfient un peu de vous. Ils se disent, vous êtes dans le mensonge. Et puis, bon, vous êtes pour vous-même. Vous n'êtes pas vraiment pour la société. Vous n'êtes pas pour l'amélioration globale de la société, mais vous êtes là pour vous-même, pour votre famille, etc. Ça, c'est un problème. Ce qui fait que il est très difficile de trouver des héros politiques dans nos pays. Le héros, tant qu'il est là, qu'il est politicien, il est ministre, il est président, il est député, on en fait un héros, mais ça c'est des considérations alimentaires, parce que c'est lui qui est au pouvoir, et le pouvoir là-bas, c'est de l'argent. Donc tant que c'est lui qui a la possibilité de donner de l'argent et directement aux gens, on en fait un héros. Mais une fois qu'il cesse d'être ministre ou député, que ce pouvoir-là lui est retiré, il n'intéresse plus personne. Voilà. Voilà. Les héros chez nous, c'est des héros qui ont le verbe, qui parlent. C'est des gens qui savent parler, c'est des héros qui ont la connaissance et que ça soit quelque chose de prouvé. Et la preuve, ce n'est pas une preuve directe d'aujourd'hui. Il faut que ça soit une connaissance de la tradition, une connaissance des familles, une connaissance de la vie, comment elle s'est organisée avant que moi, je sois là, assis à ma place. Donc c'est très différent. Mais c'est un peu surprenant parce que, de mon point de vue, de tout ce que je sais de l'Afrique, pendant toute cette phase de décolonisation, il y avait quand même beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de gens qui luttaient pour la décolonisation, pour l'indépendance, pour la résistance. Alors on pourrait penser que peut-être il y aurait des hommes politiques héros Ils sont nommés héros de cette lutte pour l'indépendance. Oui, mais le héros, on le construit très facilement, mais on le déconstruit encore plus facilement chez nous. On le déconstruit, on le démonte, on le détruit encore plus facilement. C'est très facile en Afrique de dire que celui-là, il ne vaut rien. Immédiatement, on suit. Il ne vaut rien, il ne vaut rien. Nous avons, la colonisation a marqué, elle a vraiment marqué. À un certain moment, même au niveau des artistes, des créateurs, des écrivains, des artistes des arts visuels, etc., ils devaient seulement parler de colonisation, parler de décolonisation, parler de valeur de négritude, affirmer la race noire, affirmer que le Sénégalais est aussi un homme digne et qui marche. Ça, c'était le procès de la colonisation. Et ça, c'est dans toute l'Afrique, dans tous les pays noirs, même dans tous les pays qui ont connu la colonisation. Puis, parce que ça, c'était les premiers moments, même de la littérature, des Césaire, des Senghor, etc. Après,
on s'est dit non, on a dépassé maintenant la colonisation, il ne faut plus faire le procès de la colonisation, il faut parler maintenant des autres valeurs qu'il faut mettre en exergue. Mais pendant longtemps, oui, c'est vrai que la marche des Africains vers l'indépendance a été une marche vraiment rude et longue, et cela a construit des héros. Mais malheureusement, nous avons une tradition orale, une littérature orale là-bas, ce qui fait qu'il n'y a que les griots qui peuvent vraiment magnifier les hauts faits de quelqu'un, parce qu'il n'y avait pas des livres réellement qui en parlaient. Et les livres qui parlent de l'Afrique, des livres qui parlent du Sénégal, les premiers livres, sont les livres écrits par des Français, ou même écrits par des Sénégalais, mais qui sont assimilés. Des Sénégalais qui ont fait la France, qui sont revenus et qui sont restés français, qui mangent avec la fourchette, la cuillère, qui parlent français, donc qui n'ont plus vraiment des valeurs africaines de civilisation, des valeurs ancrées, les racines. Et donc ces gens-là, quand ils écrivaient aussi des livres, donc ils ne touchaient pas le fond des choses. Ils n'allaient pas au fond. Donc ils étaient obligés d'avoir hypocritement de dire du bien de la France, par exemple. Même la France, moi j'adore la France. Mais il faut aussi dire que la France a fait ceci et ce n'est pas bien. Et là, vous avez dit à plusieurs reprises l'homme africain, la femme africaine, un héros africain. Ouais. Et ça m'amène à une autre question. Justement, cette dimension transnationale d'un héros potentiel, d'une héroïsation, d'un processus d'héroïsation. Parce que vous parlez un peu dans la généralité, dans le collectif, mais est-ce sont plutôt... Et vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs canons, points de référence communs à l'ouest de l'Afrique. Oui. Donc est-ce qu'il y a là un répertoire commun, un stock, comme pour ainsi dire, de figures héroïques, ou est-ce que ça se joue plutôt à un niveau régional, local? Il y a des figures qui sont quand même des figures communes à tout le monde. Même dans l'art, parce que c'est l'art qui permet de sauvegarder tout ça. Parce que nous avons une histoire commune en Afrique de l'Ouest. Nous avons une histoire commune, nous avons l'esclavage commun, avec d'abord la traite qui est arabo-africaine avant. Après, il y a eu la traite atlantique, la traite des nègres. Et ça, c'est le fait des Européens qui viennent et qui prennent les gens, qui les amènent. Mais on ne distingue pas, dans l'histoire, on ne distingue pas le Gambien. Aujourd'hui, la Gambie est un pays qui est une langue dans le Sénégal, géographiquement. C'est comme la langue du Sénégal. Le Sénégal, il a une tête de lion, et c'est comme si la Gambie était la langue du Sénégal. Donc c'est un pays enclavé, donc qui pouvait donc faire partie du Sénégal. Donc le Mali est allé à l'indépendance avec le Sénégal dans la grande fédération du Mali, etc. Pourquoi? Parce qu'on a des choses communes. On a les mêmes langues, on a les mêmes ethnies. Les ethnies que tu trouves au Sénégal, mais la plupart des ethnies principales, tu les trouves en Mauritanie, au Mali, en Guinée, etc. Donc nous avons ce fond-là qui nous lie. Par exemple, même le chant d'hier, le chant qui a fait la fin de la pièce, c'est un chant que l'on retrouve partout, un morceau qui s'appelle Miniama. Miniama Tungama Lambelo. Donc ce morceau-là, on le retrouve en Guinée, en Gambie, au Burkina Faso, au Mali, etc. Nous avons les mêmes contes, nous avons les mêmes histoires, donc nous avons donc les mêmes héros. Maintenant, il y a des poches, il y a aussi des héros locaux, parce que c'est l'Afrique qui est faite comme ça, qui est faite comme ça. En Afrique, il y a ce système de division, il y a beaucoup de divisions. En Europe, c'est plus unitaire. L'Europe, même question religion, d'une manière générale, on peut dire que toute l'Europe est chrétienne, même dans l'histoire, d'une manière générale. Alors que nous, on a beaucoup de divisions, même au niveau des... Dans un village, il y a des clans, des tribus, ça, trop de divisions. Et donc chaque division, ou subdivision, a son héros, ou ses héros. Mais puisqu'on parle de langue, ou de mots, ou de concepts, est-ce que, et comme le français est comme une langue véhiculaire au Sénégal, oui. N'est-ce pas aussi que, peut-être, c'est la question à vous, oui. Que la notion de héros soit un peu comme ça, qu'il y a une certaine réticence envers ce concept importé de oui. La France, et qui unitaire, un mot, un concept, avec l'autre tradition européenne, telle que l'a développé M. Van Hoff, et qui donc
rencontre ou heurte une réalité locale très pluricentrique, comme vous l'écrivez. Je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais j'avoue que ça peut aussi, ça peut exister. Une sorte de résistance, de réticence, parce que nous avons, surtout ces jours-ci, ces dernières années, nous avons beaucoup de réticence de nos peuples par rapport à tout ce qui est français. Il faut dire aussi, c'est la France qui a mal joué. C'est la France qui joue mal politiquement. La France était très sympathique au Sénégal, très sympathique. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi avec l'image de Faidherbe. Faidherbe, ancien gouverneur du Sénégal, le premier gouverneur qui a vraiment acté la colonisation en 1954-55, il est là. C'est lui qui a vraiment fait la conquête coloniale. Donc il devait être antipathique, parce que c'est lui qui a vraiment commencé la colonisation. Mais lui, il est resté sympathique. Il a sa grande statue à la place centrale de ma ville de Saint-Louis. Mais depuis 5-6 ans, on démonte la statue. Et il y a des mouvements de foule qui disent non, il ne faut plus de Français, etc. Parce que la France, elle est trop présente, et sa présence maintenant, elle est une présence qui assimile, et qui essaie de tuer toute la vie, tout le vécu social, toute la cosmogonie culturelle qu'il y avait derrière. La France essaie de le balayer et de s'imposer. Et c'est curieux parce qu'en le faisant, la France, elle retire un peu sa diplomatie. Parce que ça, c'est un jeu de diplomatie. Tu viens à Saint-Louis, il y avait le grand consulat. Saint-Louis était la capitale de la OF, de la Mauritanie. C'était vraiment la ville française. Et moi-même, j'avais l'habitude de dire que Saint-Louis est une ville bleu-blanc-rouge, une ville française. Elle ne l'est plus. Maintenant, les Sénégalais, globalement, n'aiment plus la France parce qu'il y a cette trop forte présence, il y a la monnaie, il y a beaucoup de choses qui font que les gens n'aiment plus tellement la France. Mais ces valeurs-là traditionnelles dont vous parlez, pré-coloniaux pour ainsi dire, comment ont-ils pu être maintenues? Parce qu'il y avait quand même dans la colonisation une phase d'éradiquer cette culture traditionnelle locale. Alors, où est ce fond auquel vous faites référence aujourd'hui pour faire ressusciter comme ça de nouveaux ou anciens héros? Oui, parce qu'en Afrique, partout chez nous, il y a ce qu'on appelle les griots. C'est-à-dire que c'est une tradition orale. Les griots sont les dépositaires de toute la connaissance. Donc c'est la mémoire des hommes. Donc les griots, c'est une caste. Une caste, mais qui est près de la noblesse. Ils sont castés, c'est-à-dire que c'est une caste secondaire, comme les bijoutiers, les cordonniers, ça, cette classification des métiers. Mais ils sont près de la noblesse parce que les griots, on leur reconnaît quelque chose, c'est des gens qui maintiennent notre histoire. Donc, notre histoire n'était pas écrite, mais eux, ils le maintiennent. Ils maintiennent cette histoire et ils se la transmettent de génération à génération, par le chant, par les mythes, par les contes. Ils entretiennent tout ça. Ce qui fait que donc, en Afrique, on ne perd pas la mémoire de ce qui s'est passé. On ne peut pas la perdre. Vous ne pouvez pas la perdre parce que tout est écrit. Surtout maintenant, aujourd'hui, avec Internet, etc. Tout est écrit. Nous, on n'a même pas encore cette réalité de l'informatique. Internet, dans les villes, à Saint-Louis, à Dakar, à Thiès, c'est sûr. Mais aller dans le Sénégal profond, les gens n'ont pas accès à Internet. Ils n'ont même pas un téléphone dans les villages reculés. Donc, ce qui fait que donc, s'il n'y a pas des gens qui se donnent comme sacerdoce de transmettre le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, ces gens-là, c'est un sacerdoce, c'est un métier pour eux. Voilà. Et la connaissance est une affaire de famille en Afrique, de famille. Ici, on peut naître dans n'importe quelle famille et choisir de faire autre chose. En Afrique, généralement, c'est la famille. C'est des sortes de corporations, mais familiales. Alors, pour la connaissance. Mais est-ce qu'il y a vraiment un public, c'est-à-dire des gens qui vont écouter les griots raconter leurs histoires, tel que publiquement, dans le domaine public, un peu comme vous l'avez fait hier soir. Est-ce que vraiment dans la jeunesse, celle qui grandit avec des points de référence globaux ou mondialisés pour ainsi dire, sont intéressés par ces histoires? Oui, je vais vous dire, c'est pas un rapport qui est frontal. Frontal, je suis là et je dois écouter les griots. C'est pas ça. C'est pas comme
un théâtre à l'italienne où on est là, assis et on écoute quelqu'un qui joue son théâtre, le griot. Non, le griot il s'impose. On ne peut pas dire qu'on ne va pas écouter le griot parce qu'il est présent partout, pour tout ce qui se fait. Même ça, ce que nous sommes en train de faire là, si c'était au Sénégal, et moi je dis, j'ai eu une interview avec le professeur Cécile, avec Acte, avec l'université, mon griot, il faut l'arrêter, il faut mettre un gendarme pour lui dire non, tu n'entres pas, parce que le griot il vient, il te suit. Donc il est présent au Sénégal, en Afrique noire, au Mali, Guinée, Gambie, etc. Il y a beaucoup de cérémonies familiales. C'est même un grand problème, c'est des gabéchis, c'est du gaspillage d'argent, c'est des couleurs. Donc les gens, ils ne travaillent que pour ces fêtes-là. Alors que ces fêtes-là sont des fêtes qui sont organisées par les griots. Le griot, il est maître de cérémonie, il est micro-central. C'est lui qui tient la fête. Le véritable héros des fêtes familiales dans nos pays, c'est le griot. On ne peut pas faire une fête sans griot, on dira la fête là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Il n'y a pas de couleur parce que c'est le griot qui tient tout ça. Donc on ne peut pas, pour répondre à votre question, on ne peut pas dire qu'il y a un rapport direct. Donc que moi je peux éviter. Je peux dire moi les griots ça ne m'intéresse pas. Ça n'existe pas. Même si ça ne m'intéresse pas, je suis obligé de vivre avec parce que c'est cela la vie. Est-ce qu'on peut quantifier ce phénomène avec combien de griots est-ce qu'il y en a combien de griots au Sénégal? Au Sénégal, disons que un quart des Sénégalais est griot. Un quart. Un quart des Sénégalais. Ah, c'est bon. Parce que c'est une très grande caste. Et surtout que maintenant, de plus en plus, nous avons la mixité dans les mariages. Avant, tous les mariages étaient endogamiques au Sénégal. Endogamique, c'est-à-dire que le Peul se marie au Peul. Le Wolof au Wolof. Donc c'était presque une sorte de politique, de doctrine de Monroe, quoi. L'Amérique aux Américains, on ne change pas. Maintenant, on est plus ouvert. Il y a l'école. Maintenant, un bijoutier peut devenir président de la République. C'était impensable avant. Maintenant, parce que c'était des castes, des gens qu'on ne respectait pas. Maintenant, un noble, une fille noble peut se marier avec un griot et elle devient griotte. Hein. Elle devient griotte aussi. Donc, ce qui fait que maintenant, il y a une grande mixité, il y a un mélange au niveau de toutes ces classifications sociales qui étaient traditionnelles. Maintenant, on a des griots qui sont devenus griots aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas de famille et qui aujourd'hui portent le verbe qui parle bien, qui parle parfois même mieux que le griot qu'ils ont épousé. Et une autre question, vous avez commencé de parler de la sagesse des sages importants comme héros au Sénégal et Afrique de l'Ouest. Quelle est la relation entre cette sagesse et les griots? Ils sont dans un certain sens, on a dit cela pour la question ancienne, les maîtres de la sagesse, des maîtres de savoir. Est-ce qu'il y a une relation? Vous n'avez pas mentionné sagesse, être sage en relation avec les griots. Est-ce qu'il y a quelque chose lié? Cette sagesse-là, c'est les griots qui la racontent. C'est-à-dire que sans les griots... Ils produisent la sagesse. Oui, sans les griots, nous, on ne peut pas savoir ce que l'autre a fait ou ce que l'autre a dit. Sans les griots, sans cette transmission du savoir. Parce que les sages, en Afrique, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Quand on est sage, on dit, ceux qui savent vraiment, ils ne parlent pas beaucoup. Donc, ils s'expriment même très difficilement, ils s'expriment en proverbe, en lavane, en devinette. Et ça, c'est de l'enseignement populaire. Notre éducation en Afrique traditionnelle est une éducation populaire où on ne disait pas les choses. C'était une sorte de maïeutique où on poussait les gens à aller vers la recherche, à réfléchir et à trouver. Donc, c'était des contes, c'était des devinettes, c'était des proverbes, etc. Et ceux qui étaient les plus productifs en termes de création de contes, création de devinettes, etc., c'était vraiment les sages. Pour revenir à la question de l'héroïsme, en fait, non, parce que vous avez incité tout le temps sur cette pluralité. Il y a un quart de la population qui sont des griots, qui racontent. Et dans une entrevue, dans un entretien avec vous, j'ai lu que vous avez
décrit très très bien ce sens collectif de la vie en commun au Sénégal. C'est-à-dire il y a certaines pluralités comme ça d'histoires qui sont racontées, d'héros qui naissent ou qui sont peut-être éphémères, mais dont on parle. Mais là, vous avez, dans votre dernière intervention, vous avez insisté sur ce pouvoir de la religion. Oui. Donc, est-ce que ça n'a pas, énorme, comme vous dites, 95%. Est-ce que ça a une influence sur ces histoires d'héros? Est-ce que ça change la donne? Est-ce qu'il y a là une espèce de réduction, de singularisation d'héros religieux ou concepts qui n'ont plus cette ouverture telle que vous l'avez décrite tout à l'heure? Exactement. Là, vous avez vraiment compris. Parce que nous avons la religion crée ses héros. La religion, elle a toujours créé ses héros. Mais les héros de la religion, chez nous, mais c'est beaucoup plus puissant. Même le président de la République ne peut rien faire. Si un calife dit non, le président est obligé de dire non. Mais nos présidents, nos chefs d'État sont obligés de marcher avec les khalifes. Donc, alors que normalement, c'est des pouvoirs différents. C'est le temporel, le matériel, le spirituel, c'est différent. Mais ici, ça ne peut pas être différent. Ici, un président de la République, on a vu ça, le président Macky Sall, l'actuel président du Sénégal, quand il a pris le pouvoir, en 2012, il a commencé par dire, moi, tous les marabouts sont des citoyens, excusez-moi, des citoyens ordinaires. C'était très mal perçu par les marabouts et leurs disciples. Parce que comme tout le monde, à peu près, est disciple de marabout, donc tu dis une phrase comme ça, c'est une bourde, tu deviens antipathique. Après, il se met à appliquer ça. Donc, il retire les passeports diplomatiques. On a un problème de passeport diplomatique actuellement. À beaucoup de marabouts qui avaient l'habitude de voyager, d'aller aux États-Unis, au Maroc, en France, où ils ont aussi leurs disciples. C'est des gens très puissants, qui ont des voitures insolentes même, luxe insolent. Bon. Mais après, le président de la République a été obligé de revenir vers ces marabouts. Parce qu'il a compris que ces marabouts-là sont plus puissants que lui. Lui, il peut avoir un pouvoir qu'on voit, mais ces marabouts, ils ont un pouvoir qu'on ne voit pas, mais qu'on vit, que l'on vit tous les jours. Il est obligé maintenant de s'amadouer avec eux. Et il leur fait des cadeaux. Il est obligé de leur donner des milliards quand il y a leur ziara, des millions, il envoie beaucoup de gens. Presque tout l'argent du pays va vers ça. Tout l'argent du pays va vers ces choses-là. Et ça, c'est pas seulement au Sénégal. Et moi, je ne lui en veux pas. Parce que si moi, je suis président de la République aujourd'hui au Sénégal, je ne peux pas. Voilà pourquoi moi, je ne fais pas de politique. Je ne pourrais pas me battre contre ces gens-là. C'est des gens puissants. Mais c'est encore une fois une question. Ce que vous avez décrit maintenant, c'est une question du pouvoir. Oui, c'est vraiment. Oui. Et est-ce que vraiment les héroïsations ou les choses comme ça jouent un rôle dans ce système de pouvoir ou pas? Les héros africains n'avaient pas de pouvoir avant. Et la question des héroïsations ne joue pas de fait rien dans ce système de pouvoir que vous avez décrit entre religion et politique. Ou est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils font quelque chose? Non, avant, traditionnellement, les héros africains, ils n'avaient pas de pouvoir. C'est des gens, on les aime, ils sont sympathiques parce qu'ils sont utiles à la société. Mais c'est pas besoin d'avoir du pouvoir, mais on se rend compte que telle personne ou telle famille, c'est des gens qui sont utiles à la société parce que ce qu'ils ont instruit, donc c'est quelque chose de bien. Donc un héros, généralement, il existe quand il y a un problème. Par exemple, quand il y a guerre, il y a héros. Quand il y a guerre, il y a des gens qui gagnent les guerres, c'est des héros. Il y a le héros national, parce que George Bush, etc. Aux États-Unis, on dit que chaque président veut sa guerre pour être un héros. Mais est-ce que c'est vraiment un héros? Non. Pour nous, en Afrique, c'est pas ça le héros. Le héros en Afrique, c'est quelqu'un qui montre aux gens comment on vit. C'est surprenant, pour nous peut-être étonnant même de voir que le concept d'héros est proche à celui de sage ou de héroïsme près de sagesse, puisque chez nous on aurait plutôt tendance
avoir ces choses-là d'une manière très Aujourd'hui. séparée, isolée, etc. Oui, c'est exactement ça. Et Nous n'avons pas le même type de vie. l'action du Oui. héros et non pas la réflexion ou la Oui. contemplation du sage. Oui. Donc apparemment au Sénégal, c'est les choses se Dans passent la pièce, différentes. dans la pièce que j'ai jouée hier, Oui. j'ai dit que celui qui sait vaut mieux que celui qui fait. Alors que celui qui fait, ce qu'il fait, on le voit. Et les effets sont là, sont immédiats. Il a fait quelque chose, il a construit et c'est bien. Nous avons l'Afrique, c'est un continent où les gens sont robustes, physiques. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a eu la traite négrière. On les a amenés en Amérique pour les plantations de café, de canne à sucre. Donc c'est des gens qui travaillent comme ça. Mais en Afrique, on dit celui qui sait. Mais qui sait quoi? Qui sait d'abord l'Afrique, qui sait les valeurs et qui va les transmettre, ces valeurs-là. Celui-là, il est le héros. Il est le héros. Le héros, apparemment, au Sénégal, ça a une fonction éminemment pratique. Oui, voilà. On communique, sagesse. on communique à travers lui, Ouais. on s'oriente Ouais. à travers lui, comme ça, même dans la vie pratique et institutionnelle. Donc c'est près de la vie quotidienne. Donc c'est très présent, apparemment. Ouais. Tandis que chez nous, C'est présent, c'est vrai. chez nous, présent, c'est ce qu'on appelle chez nous la Sonntagsfrage. Oui. C'est-à-dire qu'on pose dans des circonstances spécifiques, de D'accord. demander mais quel est votre héros, ça ne fait pas partie de notre quotidien. Ouais, ouais, Mais ouais. apparemment, d'après ce que vous racontez, c'est... Nous, on vit avec nos Oui, héros. oui, c'est ça. On vit avec nos héros. Mais facilement, on peut les déconstruire. Mm. Très facilement. C'est ça. C'est ça. Facilement, on est là, c'est un héros, ce sont nos héros, parce qu'il y a mais on peut facilement passer à autre chose, ou à quelqu'un d'autre, Mm. et carrément t'oublier. Et là, il y a des héros qu'on n'oubliera jamais, c'est les héros de la tradition. Mm. Parce que pourquoi on ne les oublie pas? Ce n'est pas bon pour nous de les oublier. Parce que c'est ça qui a fait l'Afrique. Par exemple, quand il y a eu la colonisation, quand il y a eu la traite négrière, etc., donc c'était difficile. Et ces valeurs-là nous ont tenus. Sans cela, nous, on n'existe pas. Mais vous avez dit hier dans votre pièce, vous avez évoqué cette... parce que vous avez demandé, mais qui va être notre héros? Oui. Et donc Oui. le public dit, celui-ci, Voilà. il est de ma famille, il est de ma Voilà, famille, etc. voilà, ouais. Et donc vous avez dit, mais qui peut reprocher ça aux Africains, puisqu'ils Ouais. ont un besoin d'auto-affirmation? Oh, c'est Bon, un besoin. vous n'avez pas parlé Voilà. d'auto-affirmation, mais il y a un besoin d'auto-affirmation qui passe par l'héroïsation. Oui. D'où la multitude, la pluralité de ces propositions de héros, Voilà. pour ainsi dire. C'est-à-dire, j'ai dit, Est-ce vraiment un sentiment qui Oui. est actuel? Il est actuel. au il est Sénégal? actuel. Quand Ce on a besoin. tellement souffert, Mm. après, on commence à exister. Ou même si on n'existe pas, si on a tellement souffert, après, la souffrance, elle arrête. Elle arrête comme ça, mais bon, il faut que je me dis, je n'existe pas finalement. L'Africain, c'est ça. L'Africain, il se dit, mais moi, tout le monde avance, mais moi, je n'avance pas. Mais dans l'histoire, vraiment, j'ai toujours été pauvre. Ma terre est une terre infertile. La terre africaine, ça ne va pas, c'est des sols lessivés. Alors que nous sommes des continents agricoles, essentiellement agricoles. Nous avons besoin de la terre, c'est elle qui nous nourrit. Notre économie est une économie du secteur primaire. Mais la terre n'est pas bien. Et on est nombreux aussi, la démographie, c'est un problème. Les Européens, ils viennent, les Français, les Anglais, et ça, ils nous font traite négrière atlantique. Puis ils nous font colonisation. Maintenant, comme on dit, on est indépendant, maintenant il y a la marche du monde. C'est le monde entier qui marche d'un seul pas. Donc on est des égaux. Si par exemple quelqu'un parle de noir, et ça on dit il est raciste. Donc maintenant on est des êtres égaux. L'Africain maintenant, bon temps, il a envie de se sentir exister. Donc il aime entendre ça, il aime qu'on lui dise voilà, toi, ton grand-père a fait ceci, ton père a fait ceci, tu appartiens à une grande famille. Donc toi aussi tu peux marcher. Il a envie de ça. Et je crois que ça, c'était très intéressant. Merci beaucoup Zumba encore une Merci. fois. Merci, c'est moi. Merci à vous Andreas aussi. Très bien que vous êtes venu et merci encore une fois Zumba à vous. Le Pour la discussion. plaisir est pour moi.
pour le miroir hier et tout ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.